festival est, il est vrai, un phénomène contemporain, un phénomène du XXe et du XXIe siècle. On a assisté à une éclosion de festivals un peu partout dans le monde qui a conduit à penser qu'on avait affaire à un phénomène de festivalisation généralisée, de festivisation généralisée. Cela étant, quand on regarde et qu'on s'interroge sur la généalogie de tout ça, il faut remonter largement avant le XXe siècle, notamment s'interroger sur la source anglaise de ces festivals, des festivals de musique chorale, nés en lien étroit avec la religion, se développant au XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ou l'ensemble du XVIIIe siècle d'ailleurs en Angleterre. Cette forme-là de festival, donc anglo-saxonne, semble être la première forme festivalière. On la retrouve dans le cadre du mouvement orphéonique dans les années 1820-1830 dans le nord de la France, et avec une formidable explosion, particulièrement sous le Second Empire, dans le cadre de ce mouvement orphéonique qui rassemble parfois des dizaines de milliers de chanteurs et de musiciens. Donc, une première source anglo-saxonne, réutilisée, réactivée dans le cadre français, en lien d'ailleurs avec les expositions nationales de valorisation des richesses nationales et particulièrement de l'industrie. Berlioz, qui forge un festival de l'industrie, en est les témoignages. Pour compléter et sans trop allonger la description, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi une autre filiation qui est plutôt la filiation Festspiel, la filiation allemande, qui est une filiation qui renvoie davantage à une mise en scène monumentale autour d'un artiste. La matrice de tout ça, c'est le festival de Bayreuth, autour de Wagner. Et c'est un autre élément, une autre composante qui rend davantage grâce aux arts scéniques, qui va jouer un rôle dans cette émergence. Cette explosion, elle est à la fois numérique et catégorielle, sectorielle. Sur le plan numérique, on s'aperçoit qu'après la Première Guerre mondiale, mais surtout après la Seconde, dans la fin des années 40, les années 50 et 60, le nombre de festivals augmente considérablement sur la scène occidentale au sens large, avec des pays qui sont peut-être un petit peu plus dynamiques que les autres. C'est la France, mais c'est aussi les États-Unis, la Grande-Bretagne pour notamment la musique pop et la musique rock. Et donc une augmentation du nombre de festivals. Et la deuxième caractéristique de cette explosion d'après-guerre, c'est une expansion catégorielle assez significative. Les festivals qui étaient, on l'a dit tout à l'heure, plutôt des manifestations liées aux arts de la scène et à l'art choral, à la musique, s'étendent largement pour toucher premièrement des nouveaux médias, le cinéma bien évidemment, et puis plus tard la télévision. Ça s'étend aussi pour toucher des traits culturels ou civilisationnels, c'est les festivals de culture juive par exemple, et ça s'étend jusqu'à se spécialiser dans des petites catégories de la vie culturelle avec des aficionados et un public qui se structure par des goûts et des affinités en termes de choix musicaux, choix artistiques au sens large. Une extension numérique, une extension catégorielle, une extension dans le monde entier. C'est-à-dire, on a un phénomène qui est d'abord quasi exclusivement européen. Si on prend le festival au sens contemporain du terme, notamment Salzbourg en 1920 par exemple, la Mostra de Venise en 1932, sur le modèle du salon, et puis après la Seconde Guerre mondiale, dans un cadre européen toujours, Cannes, Carlo Vivari et Locarno en 1946, tout ça d'ailleurs dans un jeu de concurrence au moment de la guerre froide, et puis
Ailleurs également. Carthage en 64 pour l'Afrique. On a la même chose en Australie, en Amérique latine, en Asie également. Autrement dit, ce phénomène d'expansion, il est aussi mondial. Il y a une dilatation mondiale qui accompagne le mouvement. Les festivals, c'est vrai, se développent dans des lieux singuliers. Ils en font souvent une forme de leur identité. Prenons l'exemple des Corégies d'Orange en 1869. Elles sont tout à fait liées au lieu patrimonial dans lequel elles se déroulent. Et il me semble qu'on peut associer festival et plein air. Et c'est aussi vrai pour les festivals dans les sites patrimoniaux que, par exemple, pour les festivals de musique rock, Woodstock et autres, qui se déroulent dans des vastes lieux de plein air. L'autre élément, c'est que en même temps, il y a une centralité du lieu festival et puis il y a une dilatation dans le lieu même. Si on prend l'exemple d'Avignon, on a la Cité des Papes et puis un certain nombre de lieux annexes, périphériques, y compris en dehors de la ville, qui sont annexés au festival et qui témoignent de son élargissement. La recherche de lieux insolites, peut-être que c'est aussi quelque chose qui caractérise les festivals, les escaliers, des places dérobées, des lieux un peu inédits, en tout cas qui signifie qu'on n'est pas dans une seule logique de salle de spectacle, dans une seule logique de l'enfermement, du lieu clos, mais au contraire plutôt d'un lieu ouvert. Oui, finalement, la logique de centralité qu'on peut avoir dans beaucoup de champs artistiques, et notamment du spectacle vivant, ne se retrouve pas dans les festivals. On est plutôt, parfois et assez souvent, dans la recherche de lieux marginaux, de lieux en marge, pour des propositions de programmation qui sont d'ailleurs parfois aussi conçues comme étant marginales, nouvelles, innovantes. Donc il y a ce lieu, ce rapport au centre qui est effectivement assez intéressant. C'est en ce sens que les biennales peuvent être lues comme des formes de festivals. À Lyon, à Nantes, c'est l'idée de sortir du centre-ville. Et je pense à Nantes, par exemple, l'exploitation de l'estuaire jusqu'à Saint-Nazaire, c'est un moyen de s'approprier autrement l'espace. Même chose pour Lyon, l'idée d'aller dans des quartiers qui sont moins développés de la ville et d'en faire même des lieux d'innovation et des lieux d'aménagement urbain. Les festivals ont vocation plurielle. Une vocation locale et très souvent c'est à l'initiative de gens qui ont une ambition locale, qu'elle soit politique ou artistique, que se développe un certain nombre de festivals. Je pense notamment à des militants d'éducation populaire qui ont pu fonder des festivals. Cela étant, il y a aussi une vocation nationale. Je pense notamment au festival de Salzbourg, qui est né d'abord d'une association en 1917 et puis qui est réellement fondée en 1920. Très tôt, il y a bien l'idée d'affirmer une vocation nationale autrichienne. Mozart et Beethoven étant vus comme des artistes autrichiens. Et au moment du nazisme, l'affirmer comme l'anti-Bayreuth. Après avoir été soumis en partie à la tutelle des nazis, à la libération, réaffirmer la vocation nationale du festival de Salzbourg. On pourrait dire la même chose pour la Biennale du Mali, qui a vocation à construire une identité nationale fragile. Et cette construction, elle se fait même de manière décentralisée, puisqu'il s'agit d'aller dans les différentes provinces pour promouvoir ce festival. C'est vrai qu'il y a un lien très fort avec le territoire sur lequel s'implante le festival et souvent des initiatives locales. Mais il y a aussi plusieurs contributions dans le livre Le Travail. Il y a aussi une dimension très forte de circulation internationale et transnationale, avec des artistes, des compagnies de théâtre qui font en quelque sorte, durant les saisons artistiques,
un tour des festivals. Et ce qui peut être très intéressant quand on s'intéresse à la musique rock ou au théâtre contemporain, c'est justement d'essayer de retracer ces itinéraires des artistes, des troupes et leurs différents spectacles. C'est là que peut-être on voit l'articulation entre le local, le national et l'international. C'est-à-dire qu'on a des troupes qui ont un rayonnement international, qui viennent jouer dans un festival local et dont les subventions viennent pour une grande part des autorités publiques nationales. C'est d'ailleurs cette dilatation internationale qui parfois pose problème. Si on revient au cas de l'Afrique, on va parfois avoir des tensions assez fortes pour des festivals qui sont censés ou qui s'appuient sur des cultures traditionnelles. Je pense par exemple au Festival des masques d'Edougou et qui assez rapidement va devenir un festival de masques bien culturels qui attire une population plus internationale et avec parfois des tensions assez fortes. Donc ça n'est pas forcément une histoire de complémentarité, c'est aussi une histoire de conflit et de concurrence entre des enjeux. De la même manière, et toujours pour rester en Afrique, on peut avoir des tensions assez fortes entre le national et le local tentant de se conformer au national et revisitant une tradition et la transformer pour se conformer au modèle national. Ça, c'est sans doute un des apports majeurs de l'ouvrage. C'est la manière dont les festivals contribuent à ancrer des objets, des mouvements dans le champ de l'artistique. Alors, c'est sans doute le cas du cinéma et de manière plus contemporaine, c'est le cas de la télévision avec son festival de Monte-Carlo ou c'est le cas de la bande dessinée avec le festival d'Angoulême. Dans l'ouvrage, nous n'avons d'ailleurs que quelques cas, mais on aurait pu aller bien plus loin dans cette légitimation d'objets qui ne faisaient pas immédiatement partie de ce champ. Il y a toujours un enjeu de reconnaissance dans un festival, et on a déjà un petit peu parlé de l'identité, de différents enjeux, d'ailleurs parfois contradictoires, parfois complémentaires, mais souvent contradictoires, dans la représentation que les organisateurs, le public, les participants peuvent avoir du festival. Mais il y a aussi comme enjeu de reconnaissance un enjeu beaucoup plus culturel et artistique qui est justement la reconnaissance de la qualité de tel secteur de la création, et on parlait de la bande dessinée, du cinéma, ces arts qui à un certain moment sont réputés des arts mineurs, qui ambitionnent d'être reconnus et légitimés. Et donc le festival est un outil de légitimation, de la même manière qu'il est aussi un outil de diffusion et de médiation, tout ça étant lié. Pour en venir à la question de la légitimation, il me semble que cette légitimation, elle se fait aussi parce que le festival, ça n'est pas seulement un lieu de manifestation artistique, mais c'est un lieu où se déroulent des conférences, où se montrent des publications, où se déroulent des débats. Bref, un lieu d'échange, un lieu de discussion, ce qui contribue à la consécration du mouvement ou de l'objet. Ça n'est donc pas le seul fait de produire des artistes, de les montrer, c'est aussi, me semble-t-il, mais l'ensemble des éléments du festival qui contribuent à l'artification. On peut dire que parfois il y a un processus de relégitimation et pas seulement de légitimation. C'est le cas par exemple de l'opéra avec la création quasi simultanée en 1948 d'Aldebourg et d'Aix-en-Provence. On a là une renaissance de l'opéra après la Seconde Guerre mondiale qui contribue à relégitimer ce champ artistique. Plus largement, on peut peut-être parler du rôle prescripteur du festival, puisque que ce soit dans le cas de ces festivals d'opéra, par exemple, où il y a des commandes qui sont passées pour la création d'opéra et qui sont donc l'occasion pour
les créateurs, les dramaturges notamment, et les compositeurs de créer un nouvel opéra ad hoc. Il y a aussi tout le système des prix, hein, c'est la prescription, donc non seulement dans la commande mais aussi dans la consécration. Certains festivals ont un système de prix et de récompenses, d'autres n'en ont pas. On n'a pas voulu tirer plus loin cette dichotomie-là. Néanmoins, il est certain que ceux des festivals qui ont un jury et un grand prix ou des prix du jury sont fortement prescripteurs. Il suffit de penser au Festival de Cannes et aux différents prix attribués lors des différents festivals de Cannes pour se rendre compte de l'impact que ça peut avoir dans la prescription artistique et culturelle de nos sociétés contemporaines. Sur la légitimation, on assiste à un processus de transformation en bien culturel. On peut reparler ici du festival des Dougous. Il s'agit bien pour les masques d'une véritable transformation au prix d'une perte d'authenticité. Il y a aussi, dans ces termes de reconnaissance, des reconnaissances plus politiques. Et beaucoup de festivals sont aussi l'occasion de revendiquer une existence politique, de revendiquer une position sur la scène internationale. On peut penser effectivement à tous les festivals africains, les très grands festivals que l'on évoque dans le livre à plusieurs reprises, qui sont autant de fois des affirmations de l'Afrique comme entité culturelle, comme espace de réception d'acteurs venus du monde entier pour des moments, des espaces et des temps de création et de transmission culturelle. Oui, c'est le cas de 3 grands festivals. Le Festival des Arts Nègres de Dakar en 1966. C'est le cas du FESTAC, le Festival des Arts de la Culture au Nigeria, à Lagos. Et c'est le cas du PANAF à Alger, qui est un moyen d'affirmation politique et précisément de l'Afrique, avec d'ailleurs des connotations très différentes entre les 2 premiers et le dernier étant nettement plus axé sur les mouvements de lutte révolutionnaire. Le festival est à la fois un outil de promotion de diverses créations, mais aussi un outil, un instrument de promotion, notamment au niveau national. Et l'exemple qui est développé dans l'ouvrage, c'est celui du Festival of Britain, et toute la dimension promotionnelle, voire de propagande, qui est associée à ce festival, qui doit, dans ses diverses manifestations, refléter l'excellence, l'attractivité, le dynamisme britannique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a dans toute la campagne de publicité qui est orchestrée autour du festival, matière à comprendre l'enjeu politique d'image de marque que peut représenter un festival. On a également plusieurs autres exemples de cet enjeu politique et idéologique assez fort qui peut être associé, surtout dans ces années-là, surtout dans les années qui vont de 1945 aux années 70, autrement dit pendant la guerre froide, ces enjeux politiques qui peuvent être associés au festival. Un exemple peut être développé, c'est celui des festivals de cinéma. Il y a clairement une revisitation des enjeux de la guerre froide, des enjeux idéologiques, à travers des festivals concurrents, rivaux de cinéma qui sont donc mis en place. Alors face au festival de Cannes et d'une certaine manière aussi face à la Mostra de Venise, le bloc soviétique tente d'inventer un festival concurrent et finalement rivalisant d'attractivité et représentant l'esthétique du réalisme socialiste appliqué au cinéma. Et c'est cette dimension fortement politisée, fortement idéologique de la rivalité entre festivals qu'il faut garder à l'esprit, surtout pour la période de la guerre froide. Mais on continue aujourd'hui à avoir une teinte, un enjeu politique assez fort dans certains festivals. Le cas des festivals mondiaux de la jeunesse s'inscrit tout à fait dans ce qui vient d'être dit. Les festivals mondiaux de la jeunesse sont organisés pour réunir une jeunesse
qui se retrouvent dans des idéaux marxistes, hein, et qui vont avoir d'ailleurs une influence tout à fait considérable, et en Europe de l'Est, et dans une partie du monde occidental, y compris jusqu'en Afrique. Alors ces enjeux politiques, ils peuvent aussi, si on parle de l'Afrique, être parfois très très violents. Les festivals ne sont pas qu'une histoire de musique, de théâtre. Prenons l'exemple du Cameroun, où deux festivals concurrents sont deux marqueurs d'identité à l'intérieur d'un même pays, précisément au nord du pays. Le premier destiné à valoriser une identité arabe Shoah, et un deuxième destiné à valoriser une identité ou prétendue telle Kotoko, donc qui serait plus autochtone. Et ces deux festivals sont vraiment l'objet de rivalités entre deux communautés qui sont extrêmement violentes. Des historiens sont convoqués pour justifier qui la légitimité Kotoko, qui la légitimité arabe Shoah. Les hommes politiques, y compris français, parfois sont convoqués et alimentent, à leur corps défendant, la rivalité. C'est le cas de Jacques Chirac qui valorise le festival de la communauté Kotoko. Autrement dit, il peut y avoir des enjeux qui dépassent les seuls enjeux esthétiques. Là encore, rien n'est jamais simple. Si on prend le cas du festival d'Angoulême, il est né d'une initiative locale, du volontarisme d'un maire, associé à un volontarisme plutôt associatif. On peut donc dire que l'enjeu est clairement local. Et que le festival participe d'ailleurs à la fameuse municipalisation de la culture telle qu'elle se développe à partir de la deuxième moitié des années 1970. Cela étant, il y a bien un enjeu national qui se greffe sur cette affaire. En effet, à partir des lois de décentralisation au début des années 1980, on parle bien de la France, et à partir du doublement du budget dédié à la culture, l'État joue un rôle, et parfois un rôle non pas de substitution, mais parfois de remplacement ou de complémentarité, et notamment en cas de difficultés financières, ce qui a été le cas à Angoulême. Et très concrètement, cette intervention de l'État se traduit par la construction du Centre national de la bande dessinée, hein, qui sera transformé ensuite en Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, ce qui montre que l'État ajoute sa pierre à une politique municipale et parfois, non pas se substitue, mais apporte des éléments de complémentarité relativement forts. Alors, il y a un autre élément dans cette question, c'est qu'un festival, même si il se déroule parfois en plein air dans un champ, c'est quand même souvent, surtout quand il prend de l'ampleur et qu'il devient un festival réputé et international, c'est souvent un événement qui demande des infrastructures, des équipements. Et on se rend compte, quand on étudie le cas d'Angoulême, mais aussi et surtout peut-être le cas des différentes biennales, ou encore le cas de l'Afrique et de ces grands festivals panafricains, on se rend compte que c'est des occasions de construction d'équipements culturels. Et la construction de ces équipements, justement, dépend de crédits et de subventions qui peuvent venir soit d'une municipalité extrêmement volontariste qui soutient le projet, soit, surtout dans le cas français, effectivement à partir des années 80, grâce à des subventions ministérielles venues du ministre des Affaires culturelles, du ministre de la Culture et de la Communication. Donc l'enjeu est peut-être moins tant la subvention directement versée au festival que, dans bien des cas, la construction d'infrastructures, d'équipements destinés à permettre au festival de se dérouler dans les meilleures conditions. Les subventions peuvent néanmoins représenter un enjeu.
Si on regarde par exemple les subventions qui sont accordées au Festival of Britain, on a bien un ministère de l'Information et des Affaires étrangères qui y participe. Et si on regarde le Festival de Cannes, il n'est pas neutre de constater que c'est à la fois la ville de Cannes et à la fois le ministère des Affaires étrangères qui contribuent à la subvention du festival. Autrement dit, l'État ne doit pas être pris d'un bloc et il n'est pas inintéressant de constater que lorsque les ministères des Affaires étrangères interviennent, on peut se dire qu'une des vocations du festival est alors celle du rayonnement international, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une subvention qui relève d'un ministère de la culture ou des affaires culturelles. On peut peut-être quand même évoquer la question donc effectivement du lien entre subvention publique et privée et puis indépendance du message, s'il y a un message transmis à l'occasion de ces festivals. Et on a plusieurs exemples importants de festivals qui, dans l'art qu'ils promeuvent, dans le message délivré par les créateurs divers et variés qui y interviennent, qui se veulent contestataires et qui remettent en cause un ordre établi, qu'il s'agisse d'une question de légitimité à l'intérieur d'un champ culturel ou qu'il s'agisse d'un message politique de contestation du pouvoir. Ce qui est intéressant, quand on prend l'exemple du festival de la chanson populaire de Rio, c'est de constater que ce festival est organisé et financé par une chaîne de télévision brésilienne. Et que, en même temps, le message politique que les chanteurs véhiculent est un message qui a une dimension contestataire. Donc il n'y a surtout pas de lien trop facile à faire entre un financement privé et un encadrement du propos, de la liberté d'expression du festival. Cet exemple de Rio nous montre tout le contraire. Si je peux rebondir là-dessus, la subvention est-elle la suggestion, hein, c'est Victor Hugo qui utilisait cette expression à propos du théâtre. C'est quelque chose de très complexe parce qu'il faut bien voir qu'une partie des festivals se construit sur un message de contestation. Ne serait-ce que parce que beaucoup entrent dans une logique d'avant-garde et que l'avant-garde elle-même se constitue sur la logique de la contestation. En ce qui concerne les politiques culturelles municipales, très souvent, il y a une disjonction entre la subvention et le message. On laisse une totale liberté aux créateurs. Alors qu'ici ou là, il y ait des tensions entre les édiles et les artistes, c'est sûr. Mais si on regarde les festivals dans leur généralité, force est de constater plutôt une disjonction entre les messages parfois contestataires et la subvention. Puisqu'on parle de contestation, on peut peut-être parler des festivals de rock, de ces festivals des années 60, festival de plein air, festival de la jeunesse, festival articulé sur la pop musique et ses évolutions. Le message en a été parfois fortement contestataire. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont là, les pouvoirs publics interviennent totalement différemment, non pas en subventionnant, mais en édictant un certain nombre de règlements, d'interdictions. En effet, il ne faut jamais l'oublier, mais ces festivals sont aussi le lieu de contraintes. Il y a des publics par dizaines, centaines de milliers de personnes. Il faut organiser, et là, les pouvoirs publics locaux ont aussi un rôle qui est assez souvent un rôle d'interdiction. C'est ce qui se passe en Grande-Bretagne, notamment dans les années 60, avec là des tensions extrêmement fortes entre les organisateurs et les pouvoirs publics locaux. Sur la construction identitaire, on revient à la question de l'identité nationale. C'est-à-dire
comment est-ce qu'un art est utilisé pour valoriser l'identité nationale. Le Festival de Salzbourg en est un exemple. C'est vraiment l'idée qu'après la Première Guerre mondiale, une identité d'un pays qui est un pays de musique, un pays de montagne, s'édifie à Salzbourg. Et de ce point de vue, le festival est un des éléments, il n'est pas le seul, mais de construction d'une identité nationale, sachant qu'une identité nationale, par définition, est construite. Si on revient au cas de la Biennale artistique et culturelle du Mali, il est bien évident que cette biennale, sa vocation, c'est d'édifier une identité nationale se construisant sur des cultures traditionnelles et sur une diversité régionale. Et d'où toute l'ambiguïté de cette biennale. Les spectacles doivent en même temps répondre à une logique d'attente de publics locaux, mais en même temps se conformer à un cadre national qui lui-même est très fragile. Et je dirais qu'on est dans des tensions qui sont là aussi parfois relativement fortes. Ça n'est pas une histoire apaisée que cette histoire de la construction des festivals. Et ça n'est pas seulement parce qu'on parle du cas des festivals africains, mais on pourrait appliquer cet exemple ailleurs. D'une manière générale, il y a effectivement beaucoup d'ambiguïté dans la fonction du festival comme vitrine. Quand on regarde, par exemple, le cas de ces spécialisations multiples de festivals de cinéma depuis les années 60 et 70, et qu'on prend comme exemple le cas du festival gay et lesbien et LGBT, on se rend bien compte que la multiplication dans le monde entier de ces festivals hyper spécialisés crée une sociabilité bien particulière et sert aussi de vitrine d'un militantisme identitaire. Il s'agit par les programmations de ces films et de ces festivals de faire apparaître l'existence d'un cinéma LGBT et par là même conjoindre la promotion de ces films avec la reconnaissance de ces communautés. Et donc, encore une fois, on a une solidarité non dépourvue d'ambivalence entre ces deux dimensions-là. Identité communautaire qui permet aussi de voir comment des regroupements peuvent s'opérer autour d'identités artistiques. La BD-philie, la cinéphilie, ce sont des mouvements dans lesquels les festivals jouent un rôle absolument déterminant. Le festival d'Avignon, pour parler de lui en ce qui concerne le théâtre, est évidemment un haut lieu de communauté, et je dirais même de communautarisation d'un public qui aime le théâtre. Et c'est d'autant plus vrai que se multiplient au sein du festival des formes de plus en plus disparates, mais qui multiplient les communautés. Je pense au festival In et puis au festival Off, donc à partir de la fin des années 60. Et on a là des phénomènes d'identification à un festival et du coup à une forme artistique relativement forte. Évidemment, les festivals ne naissent pas de rien, ni de personne. C'est un peu une lapalissade de le dire. Si on regarde en détail, on voit souvent que des personnalités fortes ou des associations particulières sont à l'origine de festivals, et sans cette impulsion initiale, rien ne se serait passé. Quelques exemples. L'exemple de Jean Vilar à Avignon, au départ une semaine d'art qui se transforme en festival. Jean Vilar, qui sera par la suite directeur du Théâtre National Populaire, a joué un rôle absolument déterminant dans la création du festival d'Avignon. Le deuxième exemple qu'on pourrait prendre, c'est en Afrique, le festival des Arts Nègres en 66. Là, le rôle d'Alioune Diop, qui par ailleurs a créé la revue Présence africaine, est absolument déterminant, mais souvent les gens n'opèrent jamais seuls.
Alioune Diop d'une part, mais évidemment Senghor de l'autre, et Aimé Césaire qui est aussi de la partie. Donc en réalité, un homme, mais plusieurs qui ont vocation à développer des festivals. On parle beaucoup d'hommes, on ne parle pas beaucoup de femmes, je dois dire. Je ne sais pas si Julie a en cité. Non, on peut effectivement constater que ce sont souvent donc des hommes et non des femmes qui sont à l'origine de ces créations de festivals, surtout les grands festivals des années 40 et 50. Ça fait évidemment écho à la très faible présence des femmes dans ces réseaux d'acteurs culturels de premier plan. Néanmoins, ce qu'on constate aussi, et finalement ça fait écho à ce qui a déjà été dit sur le festival comme tribune, on constate aussi dans les années 60 et 70 l'apparition de festivals féministes. Et notamment le très célèbre festival de films de femmes de Créteil, qui fait partie des exemples importants du développement de festivals comme tribune, d'un discours féministe qui va faire une démonstration et un plaidoyer en faveur donc d'un rééquilibrage des rapports de domination entre les sexes par l'intermédiaire d'œuvres de créatrices, avec une programmation qui est délibérément réservée aux femmes. On voit quand même une féminisation des festivals progressivement. Pour vous donner un exemple, lors du colloque qui a précédé la publication de cet ouvrage, nous avions organisé une table ronde de directeurs de festivals et la parité était quasiment respectée. Ça a été le cas avec la venue d'un homme et d'une femme pour le festival d'automne, et pour le festival de Fès, Catherine Bendayan représentait aussi le festival. D'une manière générale, cette évolution correspond à une évolution assez générale des métiers artistiques, où on assiste à une féminisation, notamment dans la catégorie des postes de direction. Et en ce sens, les festivals font peu exception à la règle. Alors, les festivals contribuent, et de manière très précoce d'ailleurs, à la diffusion de culture musicale, théâtrale, cinématographique, qui dépasse le seul lieu dans lequel ils se produisent. Pour en revenir au XIXe siècle, dans les années 1860, c'est bien le mouvement orphéonique qui se réunit dans le cadre de festivals en Europe pour produire un certain nombre de spectacles. Donc le phénomène-là est relativement ancien. Mais si on regarde ce qui se passe de manière plus récente, évidemment, le festival, c'est un maillon essentiel de transmission transnationale de formes culturelles. Prenons l'exemple que nous n'avons pas encore évoqué, mais des festivals au Canada, et précisément à Montréal. On voit que le festival, c'est un lieu et un moment, durant lesquels du théâtre venu d'un peu partout, et de France et d'Allemagne, etc., vient au Canada. L'inverse étant d'ailleurs moins vrai. Donc, les festivals sont réellement des lieux de circulation. Si on prend l'exemple du Festival de Cannes, il est vrai qu'on a peu parlé du Festival de Cannes, mais c'était aussi un des enjeux de parler de toute une série de festivals moins connus, mais le Festival de Cannes est typiquement un lieu de promotion d'esthétique nationale, je pense à Kalatazov quand passe les cigognes, de promotion du cinéma asiatique. Donc ce sont vraiment des lieux de circulation importantes. Et si on voulait prendre l'exemple des festivals de théâtre, on pourrait prendre l'exemple du festival qui a été créé par Jack Lang en 1972, le festival de Nancy, qui était un lieu, un moment où se sont produits des troupes étudiantes du monde entier, particulièrement d'Amérique latine. Et d'ailleurs, donc c'est là où des troupes comme le Bread and Puppet ont été connues en France et autres.
Vraiment, ce sont des lieux de circulation artistique. Alors, il ne faudrait pas penser que c'est uniquement de la circulation, justement, de formes et d'objets créatifs. C'est aussi des lieux de négociation économique. Et il faut faire le lien, d'ailleurs, entre les deux. Si le festival est un espace-temps de confluence et un creuset, c'est aussi un moment et un lieu de discussion autour de négociations économiques. Et notamment pour les théâtres, pour les compagnies de théâtre, il peut y avoir production d'une pièce pour un festival, et puis durant le festival, espace et temps de promotion, la conclusion d'accords sur la tournée de la pièce, la reprise de la pièce, et donc son rayonnement postérieur au festival. De la même manière, on a cet exemple du festival de télévision de Monte-Carlo, qui est également un espace de convergence et de découverte de nouveaux programmes, mais également le lieu où les chaînes font leur marché. Donc il ne faut certainement pas occulter cette dimension commerciale qu'il peut y avoir dans certains festivals, qui se double parfois d'un grand marché culturel sectorisé, plus ou moins d'ailleurs spécialisé. C'est en ce sens que les festivals peuvent être assimilés à des foires. Ce sont bien des lieux où se vendent des spectacles, où s'organisent les saisons des lieux de spectacles divers et variés. Ce sont des lieux de rencontre d'artistes également. Et ça, il me semble que c'est une des singularités du festival, parce qu'on pourrait dire, ce que vous dites s'applique à des tas d'autres objets. Une des singularités du festival, de mon point de vue, ce sont les rencontres inédites qui peuvent s'y produire. Ça a été le cas des festivals de jazz après la Seconde Guerre mondiale. Je pense à Nice en 1948 ou à Newport, par exemple, où des artistes américains et européens se sont rencontrés. Et les bœufs sont l'illustration par excellence de ces rencontres d'un jour, d'une soirée, d'une séance. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la démarche de l'ouvrage n'est pas une démarche qui repose sur des analyses statistiques qu'ont faites les sociologues. Ils l'ont très bien fait ailleurs, notamment pour les publics du Festival d'Avignon ou d'autres. Donc, ça n'a pas été l'objet du livre. Nous, ce qui nous a semblé, c'est que les publics ont plutôt été étudiés non pas sous l'angle élite d'un côté et culture populaire de l'autre, mais comme formant autant de communautés autour d'un objet artistique. C'est en ce sens que ce livre rejoint l'histoire culturelle. On ne part pas nécessairement de catégories socio-professionnelles ou de découpage prérequis, mais au contraire, on constate que les festivals conduisent à la création de communautés, y compris communautés queer, ou alimentent ces communautés. Donc il me semble que l'apport de l'ouvrage va plutôt dans ce sens. Après, on met quand même en évidence des logiques de distinction sociale. Et il est clair que quand on va à un festival de jazz ou de théâtre, on entend marquer son goût et retrouver ses pairs par affinité de goût. Et donc, il y a parmi les publics des festivals quand même une logique de la distinction qui n'épuise pas du tout la distinction entre l'élitiste et le populaire et qui même la remet en question, à mon sens. Néanmoins, il y a une quête de l'entre-soi qu'on ne peut pas passer sous silence. Et alors, cette quête de l'entre-soi, elle est d'autant plus drôle à regarder que parallèlement, tout un discours se développe autour de la démocratisation, alors culturelle au sens large, mais elle est aussi valable pour les festivals. Comment atteindre un public plus jeune, plus varié, moins socialement favorisé. Ce qui fait qu'on a les deux logiques à l'œuvre. Je dirais une logique de discours qui tend à promouvoir la prospection de publics variés, et puis on a la réalité de terrain qui souvent, effectivement, se résume à la sortie d'entre-soi dont parlait Julie. Il me semble qu'on est à la charnière des deux.